la gestion mentale, en fait, c'est absolument pas une technique. Elle est assez mal nommée. Euh, on verra pourquoi peut-être plus tard, hein, dans le déroulé de la conférence. Mais c'est surtout pas une technique. C'est une démarche, c'est vraiment une approche dont les fondements sont plutôt philosophiques. C'est très humaniste comme approche parce qu'elle place chaque individu, chaque enfant vraiment au cœur et au centre de la démarche. C'est par lui que tout va se dérouler. C'est par lui, à travers lui, et c'est lui qui va pouvoir s'enrichir de toutes les découvertes qu'il va faire lui-même et qui pourra transférer ensuite dans des situations très différentes. Euh, donc ça m'a nourri beaucoup, cette approche-là, et je l'ai utilisée principalement avec des enfants parce que 26 ans d'années en libéral, donc de nombreuses petites têtes en face de moi ou à côté de moi, voire même sur mes genoux, parfois. Et maintenant, je l'utilise avec les adultes et avec des personnes âgées et qui n'ont pas du tout l'habitude de euh, s'observer penser, qui sont souvent dans l'agir parce que la génération fait que ce sont des personnes qui sont plus dans l'action, plus dans l'agir et pas forcément dans le penser ou comment je pense. Et je me rends compte qu'en fait, eh ben, ça marche. Et ça marche bien. Et ils sont contents de parler aussi d'eux. Alors, la gestion mentale, euh, c'est une prise de conscience de son fonctionnement de pensée, mais d'un point de vue cognitif. Donc on est bien d'accord que de toute façon, on ne peut pas cloisonner les choses. On n'est pas qu'une tête, on n'est pas qu'un cœur, on n'est pas que des émotions, on est tout à la fois. Pour autant, la gestion mentale, euh, elle va tenir compte de tout ça, mais elle va s'intéresser principalement aux habitudes mentales, à faire prendre conscience à l'autre de ses propres habitudes mentales, de son fonctionnement de pensée, de façon à pouvoir dégager des processus. Et ce sont ces processus-là qui vont pouvoir être transférés dans différentes situations qui vont amener à une meilleure autonomie de penser, mais aussi d'agir, une confiance. Parce que généralement, les personnes qu'on reçoit en cabinet, ben, ce sont soit des enfants, soit des adultes qui ont peu confiance en eux ou qui ont perdu confiance. Donc ça permet aussi de voir les ressources qu'on peut avoir sans en avoir pris conscience vraiment, sans le savoir vraiment. Et du coup, ça redore un peu notre blason. Donc, comme c'est une démarche, la gestion mentale, forcément, il y a un fondement théorique. Qui dit théorie dit évidemment protocole, avec des visées bien spécifiques. Et pour pouvoir aller vers ces visées, vers ces protocoles, on va avoir des outils. Et le seul outil technique, si on peut appeler ça comme ça va être ce qu'on appelle le dialogue pédagogique ou le dialogue cognitif. Euh, je vous expliquerai un petit peu plus tard, sans entrer trop dans les détails, parce que en fait, la formation est très longue. Je vous ai pas mis j'ai préparé un petit PowerPoint, mais je vous ai pas mis en fait tout le défilement, toute la spirale de la formation en gestion mentale, qui est relativement dense, passionnante, mais très dense, et qui prend quelques années. Si, de toute façon, on n'a jamais fini de se découvrir, donc on n'a jamais fini en gestion mentale. C'est ce que je trouve chouette aussi. Il n'y a pas de, il y a pas de point, il n'y a pas de point final. Euh, Donc, c'est par le DP, le dialogue pédagogique. Oui, si je dis DP, c'est une abréviation qui est très habituelle pour moi. Donc, pardon, mais traduisez dialogue pédagogique ou dialogue cognitif. C'est à travers ce DP qu'on va faire prendre conscience
à la personne à travers un questionnement particulier, à travers des reformulations, à travers des pauses aussi, des silences, où on va le renvoyer à son observation de ces processus mentaux. Donc c'est à travers ce dialogue pédagogique que petit à petit, les enfants et les adultes vont prendre conscience de ce qui se passe dans leur tête. Donc on va pouvoir dégager un itinéraire mental progressivement à partir duquel chacun va pouvoir extraire un processus à réutiliser, à transférer. Donc celui qui est à l'origine de la gestion mentale, c'est un grand monsieur que j'ai pas eu la chance de connaître, mais que mes formatrices ont eu la chance de rencontrer, et c'est lui qui les a formées. Donc elles sont vraiment, elles ont eu à cœur chaque fois de vraiment rendre la parole de Monsieur Antoine de la Garandrie. Alors Antoine de la Garandrie, ben, c'est un professeur de philosophie. C'est lui qui a fondé effectivement la gestion mentale, donc qui nous a quittés il y a quelques années. C'était quelqu'un de vraiment brillant, euh, et qui a eu des difficultés scolaires dans son parcours, parce que il est devenu sourd à cause d'une malformation de l'oreille. Et donc, il a vraiment contacté ce que peuvent vivre des enfants en grande difficulté au niveau des apprentissages. Euh, il a côtoyé l'échec, et devenant professeur, il s'est intéressé spécifiquement à la pensée, à ce qui se passait dans la tête des élèves, des étudiants, de ces étudiants en l'occurrence, qui réussissaient. Donc il a mené des études euh, avec des protocoles scientifiques. Pour autant, la gestion mentale, euh, bon, on ne la considère pas vraiment comme une démarche scientifique. Pour autant, elle a tous les protocoles que M. Antoine de la Garandrie a utilisés pour ses études sont scientifiques dans le déroulement. Donc, il s'est vraiment interrogé sur le fonctionnement de pensée des élèves qui réussissaient, et il a dégagé, il a dégagé trois étapes essentielles. Et ces étapes essentielles, euh, eh bien, pardon, je coupe ça. Ça va être de s'intéresser à partir d'un objet qu'on va donner, d'une situation qu'on va proposer, d'une tâche qu'on va proposer à un enfant, à un étudiant, à une personne, que ce soit une tâche de mémorisation, de compréhension, d'attention, de réflexion, même d'imagination. C'est le mettre en introspection pour que lui observe comment il opère mentalement pour mieux apprendre, pour mieux mémoriser, pour mieux se rendre attentif, etc. Donc il a dégagé. Donc en face d'une tâche extérieure, quelle qu'elle soit, euh, le sujet va opérer des évocations qui vont être en lien avec la tâche à réaliser. Et ça va être la gestion mentale va s'occuper en fait de tout ce qui se passe dans la tête de la personne, de savoir comment elle apprend, comment elle comprend, de quoi elle a besoin, quels sont ses besoins cognitifs pour mémoriser, pour réfléchir à quelque chose. Et donc les découvrant, elle pourra mieux les réutiliser. Donc les trois étapes qu'il a dégagées sont les évocations, c'est-à-dire l'activité mentale qui se joue. Hein. Euh, Elle en parle de différentes natures, hein, on verra tout à l'heure. Antoine de la Garandrie les a décortiquées vraiment, mais les évocations, pour en parler, ça pourrait nous prendre 2 ou 3 jours. Hein. Donc je vais être très brève.
Ces évocations, elles sont au service de quelque chose. Elles vont être au service de l'attention, au service de la mémorisation, ou bien au service de la compréhension, de la réflexion, de l'imagination. Et en ça, elles sont éducables. Antoine de La Garandrie considérait que l'intelligence était éducable, que rien n'était figé et que tout était en mouvement tout le temps et tout était perfectible tout le temps. Donc il a décrit euh, la structure de 5 gestes mentaux, donc ceux dont je viens de parler, hein, l'attention, la mémorisation, la compréhension, la réflexion, l'imagination créative. Et puis, il a aussi décrit les projets de sens. Donc, les projets de sens, c'est un concept un peu difficile. C'est comment l'activité mentale est colorée par qui je suis euh, et par nos besoins cognitifs. C'est vraiment en lien avec notre personnalité cognitive, nos besoins, etc. Je- on dit souvent que nos projets de sens sont en nous, sans nous. On n'en a pas forcément conscience, mais on ne peut pas s'en défaire. Ils sont là, présents tout le temps, dans tout ce qu'on fait. Imaginez, par exemple, de cette conférence, euh, vous n'allez pas sélectionner les mêmes informations, vous n'allez pas les trier de la même façon. Euh, Certains vont avoir en tête les concepts généraux, d'autres vont garder des mots bien plus précis parce que ça aura plus de sens pour eux. Peut-être que certains vont être gênés par le fait que ce soit en visio parce qu'ils auront plutôt besoin d'être proches de la personne qui mène la conférence. Enfin, voilà, ça fait partie de notre personnalité cognitive, de nos traits propres. Ça, c'est ce qu'a décrit donc Antoine de La Garandrie. Je vais vous donner un mot et puis je vous demande d'observer ce que ce mot fabrique dans votre tête. Et puis on échange ensuite. Donc je vous propose le mot coléoptère. Vous avez eu une perception. Ici, c'était l'objet de perception était auditif. À partir de ce mot, vous en avez fait des évocations différentes. Là, il n'y avait pas d'autre consigne que fabriquer quelque chose mentalement, hein. Euh, Quand on va annoncer des tâches, différentes tâches aux enfants, on va veiller à avoir une visée très précise et du coup une annonce très précise qui annonce justement cette visée-là. Ça, c'est ce qu'on appelle en gestion mentale le chapeau. Tout ce qui est sous le chapeau, euh, ça concerne tout ce que on fabrique mentalement au service de l'état final, au service de la visée qu'on va avoir. Euh, il y a un grand concept en gestion mentale vraiment important qui est que les évocations, c'est vraiment ce qui se passe mentalement et que tout ce qui est à l'extérieur, donc tout ce qui touche les 5 sens, euh, c'est très très différent. Vous pouvez, quand on perçoit, je vais le dire comme ça plutôt, percevoir, c'est pas évoquer. Si, alors, je me rappelle par exemple une anecdote que je vous partage. J'ai 2 enfants qui sont grandes maintenant. Et quand ma seconde fille était au collège, elle est arrivée un jour en me disant Maman, maman, je sais comment je fonctionne. La prof nous a fait remplir une grille avec des petites croix, machin, gna, 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 gna. Et ben moi, je suis kinesthésique.
trop bien. Puis t'as de la chance de le savoir parce que moi-même, je sais pas trop, hein. Et en fait, dans ce genre de grille à remplir, tout ce qu'on propose comme annonce, oui, que de toutes les propositions qu'on donne, ce sont des propositions qui concernent la perception, tout ce qui est à l'extérieur. Les évocations, c'est vraiment toute l'activité mentale. Je peux par exemple imaginer vous êtes en stage et la formatrice ou le formateur vous dit, bon, bah, je suis désolée, mais là, il va falloir qu'on déménage et on est obligé de changer de lieu de stage. Mais pas de souci, je peux vous donner le plan ou je peux vous l'écrire. Qu'est-ce que vous préférez? Bon, tout le monde dit, OK, ben nous, on préfère le plan. Alors, je ne sais pas lesquels d'entre vous préfèrent le plan ou le détail chronologique des étapes, etc. Or, alors, on va pas faire l'expérience parce que ça va nous prendre un petit peu de temps, mais si deux personnes disent, ben moi, je préfère le plan, elles peuvent très bien le traiter complètement différemment mentalement. Le plan extérieur, à l'intérieur de votre tête, vous pouvez très bien soit en faire une photo et il restera à l'état de plan, donc quelque chose de très globalisant, très spatial, mais vous pouvez très bien le traduire autrement par des étapes très chronologiques, avoir besoin de mettre des mots dessus. Pour autant, vous serez parti de quelque chose de plutôt visuel, de plutôt globalisant, de très spatial, et on vous dira, bah non, bah toi, t'es spatial, t'es visuel. Voilà. Alors en gestion mentale, il n'y a pas de typologie parce que on peut tout être. On fait tout de toute façon en fonction des situations et en fonction des tâches proposées. On va naviguer avec soit plus d'images ou d'impression d'images, soit plus de verbal ou de son. Mais on a tous une tendance à, mais on fait tout. Donc il y a surtout pas de typologie en gestion mentale. On n'est pas auditif, on n'est pas visuel, on n'est pas kinesthésique. On a des tendances à, en fonction des situations qui se présentent. Donc tout l'enjeu en fait en gestion mentale, ça va être effectivement d'accompagner l'enfant à attraper le monde extérieur pour le faire vivre dans sa tête en fonction de ses besoins cognitifs. Et c'est lui faire prendre conscience de tout ça en fait, de comment il attrape le monde extérieur, euh, quel sens ça a pour lui, à quoi ça peut lui servir et en quoi surtout c'est important. Et ça, c'est le dialogue pédagogique qui va pouvoir euh, accompagner les enfants. Alors, je dis les enfants parce que effectivement, j'ai plus d'expérience avec les enfants. Pour autant, maintenant, travaillant avec des personnes âgées, je me rends compte qu'ils sont très preneurs aussi de ça. Et que bien qu'ils n'en aient pas du tout l'habitude, l'introspection, c'est compliqué pour eux. Euh, Au fur et à mesure, il lâche des choses très très chouettes. Donc il y a le fil conducteur en gestion mentale, c'est vraiment l'évocation. Tant que, ça c'est la première chose en fait, tant que l'enfant ne prend pas conscience des évocations qu'il a, c'est difficile pour lui, ça peut être difficile pour lui d'entrer dans l'attention, d'entrer dans la mémorisation, etc., etc. Ça, c'est vraiment le fil conducteur. Les évocations, on peut en avoir, ça peut être des évocations de type souvenir, et puis dans les accompagnements qu'on peut faire, nous, en tant qu'orthophoniste ou en tant que professeur,
des écoles ou professeurs au niveau du collège, on va avoir à conduire des évocations d'apprentissage. On va diriger ces évocations-là parce que elles vont être au service de quelque chose. Les évocations, elles sont toujours au service euh, d'une visée, au service d'un geste mental, d'attention, de mémorisation, de compréhension, de réflexion, etc. Donc, percevoir, c'est pas suffisant. Il faut évoquer. Il faut entraîner à l'évocation. Et on pourrait penser qu'en fait, les évocations, ça demande d'avoir un certain niveau d'abstraction ou d'avoir un certain niveau de langage pour pouvoir exprimer ce qui se passe dans notre tête. Et, euh, et en fait, pas du tout. Alors, on ne va pas aussi loin dans les dialogues pédagogiques, mais dès la maternelle, les enfants sont capables euh, d'attraper le monde extérieur dans leur tête et d'en faire quelque chose. Et on peut déjà, en maternelle, euh, les accompagner dans ce sens-là. On a tous, de toute façon, en exemple dans nos familles, des petits bouts qui se souviennent de quelque chose ou qui ont encore le goût du gâteau au chocolat de mamie ou qui sentent encore la fleur, la petite violette qui a poussé dans le jardin de mamie. Et c'est ça, accompagner les évocations, ça peut être juste ça. C'est demander à nos petits de repenser à la petite violette qu'ils avaient cueillie. Est-ce qu'ils sentent l'odeur encore? Est-ce qu'ils se rappellent la couleur? C'est simplement ça. Mais c'est déjà créer une habitude. C'est déjà créer une habitude. Donc la perception, elle va être utile justement pour susciter l'évocation en ce sens-là. Je pense aussi quand on est parent, on accompagne nos enfants pour les devoirs. C'est un grand moment, les devoirs. C'est pas toujours un moment agréable, pas toujours sympathique. Euh, et puis, on a envie que ça aille vite. Et puis, on a envie de les aider. Et donc, on veut leur donner notre méthode. Et souvent, ça marche pas. Souvent, ça marche pas. Parce que ils n'ont pas forcément les mêmes habitudes mentales que les nôtres. Euh, et on leur laisse pas suffisamment de temps. Le conseil que je donne aux parents que je reçois, c'est au moment des devoirs, il n'y a rien sur la table. Moins il y a de choses en perception, plus les évocations sont possibles. Et plus les liens entre d'anciens évoqués sont possibles. On peut aller récupérer des informations plus facilement. Il y a des mises en connexion qui se font plus facilement aussi. Si on a tout en perception autour de nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va rester accroché et dans notre tête, il va rien se passer. Donc souvent, je les invite à garder tous les cahiers fermés, tous les livres fermés et à repenser à leur journée ou à repenser aux cours spécifiques qu'ils doivent travailler avant d'aller ouvrir. Déjà, on prépare, donc ils vont certainement pas tout avoir en tête, mais le cerveau se prépare à recevoir ce qui est à compléter. Euh, Ensuite, quand ils ont un exercice à faire ou une leçon à apprendre, à ce moment-là, ils vont ouvrir leur cahier, lire les consignes ou revoir les cours. Et là, c'est pareil, au niveau de la consigne, ce qui va être important, c'est de les accompagner à être attentifs à la consigne dans un premier temps. C'est mettre la consigne en tête et pas s'occuper du reste. Tant que la consigne, elle n'est pas dans leur tête, bien souvent, soit il risque d'y avoir un morceau en moins, une partie qui est omise, donc l'exercice sera fait à moitié, par exemple. Les enfants qui ont des troubles de l'attention, hein,
Ils vont se focaliser sur un mot et tout le reste va être complètement omis. Donc le but à ce moment-là, ça va être de faire réévoquer la consigne dans un premier temps et après s'occuper du reste. J'avais monté des ateliers avec des parents justement autour de l'accompagnement possible aux devoirs, euh, mais l'accompagnement possible aussi justement pour pallier, pour éviter des inattentions. Je ne parle pas de troubles de l'attention, je parle simplement d'inattention. Et c'était intéressant, c'était vraiment intéressant. Euh, pour les professeurs ou les orthophonistes, ça va être aussi euh, être vigilant à l'annonce qu'on va donner aux enfants. Dans les questions, dans les consignes, il y aura toujours la finalité, l'objectif. Je te demande de faire ça pour telle visée. Euh, Ça, c'est un exemple que je donne aussi très souvent aux parents aussi. Souvent, on dit aux enfants, bah, lis ton livre, lis ton texte. Pour nous, implicitement, on sait que derrière, il va y avoir des questions, ou derrière, il y aura un travail. Mais l'enfant, lui, quand on lui dit bah, lis, c'est une action très mécanique, la lecture. Euh, pour nous, c'est du sens, mais pour certains, c'est uniquement la mécanique. C'est de la combinatoire, je vais déchiffrer, point. Si vous précisez dans l'annonce, bah, tu vas lire pour redire l'histoire, ou tu vas lire pour faire le dessin qui pourrait illustrer le texte, ou tu vas lire pour répondre aux questions, le tri des informations mentalement ne se fera pas du tout de la même façon. Au niveau des évocations, il va y avoir un affinement aussi, l'attention va se focaliser plus spécifiquement vers la visée qu'on a demandé. Et du coup, ça prendra certainement moins de temps et ce sera mieux réussi aussi. Mais ça, on peut en parler pendant des heures. Donc, je m'arrête là. Parce que la gestion mentale, c'est vraiment un puits sans fond. Donc, ça rejoint les projets de sens, en fait. Le fait de se... Les projets de sens, en fait, c'est vraiment l'implication de chacun dans les évocations. Quand on est vraiment, quand on vit vraiment les choses, c'est pas la même implication que quand on est observateur. Alors, on peut être les deux, hein. Encore une fois, pas de typologie, il n'y a pas de, c'est jamais ou tout l'un ou tout l'autre. En fonction des situations, bah, ça va changer, hein. Mais dans les deux exemples là, bon, on sentait que l'implication, elle était importante, puisque bah, vous étiez au cœur, hein, toutes les deux, vous étiez les personnages, des personnages de l'histoire, presque. Alors tout ça pour en venir à d'autres aspects de la gestion mentale qui font partie des grands concepts aussi. C'est ce qu'on va appeler en gestion mentale la palette évocative. Euh, Vous avez fait des images, vous avez entendu, ou des impressions d'images, vous avez entendu des sons, etc. C'est euh, comment vous avez évoqué. On peut évoquer des mouvements, on peut évoquer des images, ça peut être flou, ça peut être que des impressions d'images, ça peut être des sons. Ça va être vraiment la nature des évocations. Et puis, il va y avoir le comment je les évoque. Quoi? Qu'est-ce que j'évoque plutôt? Il peut y avoir des images très concrètes. Donc, il y a 4 paramètres euh, dans cette palette-là qui vont dire euh, ce qu'on évoque. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du concret? Est-ce que j'ai des images nettes? Est-ce que j'ai des sons nets? Euh, Est-ce que c'est alors c'est un son, hein, c'est pas une parole, c'est un son. La parole, ça va être du code.
où le mot écrit, ça va être du code. Tout ce qui est verbal, c'est déjà plutôt codé. Les sons, les onomatopées, ça reste des sons. Et puis, il va y avoir aussi tous les liens qu'on va faire, les liens logiques qu'on va faire, qui vont rentrer dans ces paramètres-là. Alors, ça peut être des liens logiques de similitude, différence. Est-ce que je suis plus mon attention se fixe plus sur des choses qui sont similaires, sur des choses qui sont différentes. Quelle est ma porte d'entrée, hein. Ça va être aussi, par exemple, est-ce que j'ai besoin d'entrer par une autre porte? Est-ce que j'ai besoin que les choses se succèdent ou bien est-ce que j'ai besoin d'avoir les choses tout ensemble? Tout ça, ça va faire l'objet d'une analyse vraiment au niveau des paramètres. Et ces paramètres-là, ils vont effectivement pouvoir être réutilisés dans les processus mentaux qu'on pourra transférer. C'est toujours à travers le dialogue pédagogique qu'on va pouvoir mettre en avant ces différents paramètres, hein. Ça, c'est l'accompagnement qu'on va mener auprès des jeunes. Euh, il y aura une phase de découverte, toujours, la découverte des évocations, à travers d'abord quelque chose, d'une tâche de l'ordre d'une réussite. On va toujours commencer par quelque chose de non scolaire et que l'enfant réussit. Euh, et puis ces évocations, quand il en aura pris conscience, on va pouvoir les enrichir. Comment on pourrait, si on part par exemple d'un mot, comment on va pouvoir enrichir ce mot-là? Est-ce que on peut penser à des mots de la même famille? Est-ce que on peut habiller le mot? Comment on peut le transformer? Euh, il va y avoir et le groupe pour ça, il est intéressant parce que comme la plupart du temps, personne ne fonctionne de la même façon. L'enrichissement, il va venir de ce que va proposer chacun dans le groupe. Ah bah moi j'ai fait comme ça, ah bah moi j'ai fait autrement, mais tiens, j'aimerais bien essayer de faire comme ça. Je le vois par exemple dans mes groupes. À l'hôpital, j'anime deux groupes avec des personnes âgées, donc. Et souvent, je leur donne une illustration et je leur demande juste de se rendre attentif à l'illustration, mais j'en dis pas plus. Et après, on discute. Alors certains vont se redire tout ce qu'ils ont vu sur l'image, d'autres vont se focaliser sur une partie de l'image et puis tout décrire, et puis une autre partie, puis tout décrire. D'autres vont faire comme des petits films, etc. Et quand on discute après, alors souvent, eux, ils ont une visée de mémorisation que je donne pas, j'ai absolument pas demandé ça, hein, mais souvent, quand on donne quelque chose, quand on montre quelque chose, en tout cas dans les apprentissages, il y a souvent une visée de mémorisation derrière. Donc, par formatage, euh, ils ont en visée personnelle de mémoriser tout ce qu'il y a sur l'illustration. C'était absolument pas mon propos. Du coup, quand je demande une tâche de mémorisation, souvent, les patients entre eux se disent, ah ben moi, je vais utiliser votre méthode. Parce que finalement, peut-être que ça va me servir. Et c'est en ça aussi que ça peut être enrichissant au niveau des évocations. Le groupe est intéressant pour ça. Euh, et puis, il va y avoir une phase de réinvestissement. Souvent, on le fait dans la même séance, justement pour qu'il y ait un transfert du processus mental qui vient d'être à jour, découvert. Donc, la réutilisation, c'est bah, tiens, est-ce que tu avais déjà découvert ça? Et est-ce que tu avais découvert que tu le faisais dans d'autres situations? Ou comment tu pourrais réutiliser ce que tu viens de découvrir dans une autre situation? Il y a toujours ces trois
Ces trois concepts qui sont importants aussi en gestion mentale. C'est ce qu'on appelle, nous, le contrat pédagogique. Des mots-clés que j'ai mis sur le PowerPoint, j'ai pas mis de plus de détails parce que 1 heure, c'est beaucoup trop court. C'est simplement pour vous donner des points de repère. Je pourrais vous dire plein de choses de plus à propos de la gestion mentale. Je préfère m'arrêter là